Chapitre 22 Londres, Cromwell Road, dimanche 18 octobre 2015, 16h20. « Albert, on y va !» répéta Malot pour la énième fois depuis qu'ils étaient sortis de la gare de Saint-Pancras. Ils avaient laissé Miss Boyd, qui leur avait fait promettre de venir chez elle, dans la banlieue de Londres, à Purley, s'ils ne savaient où coucher, et leur avait donné ses coordonnées. La charmante vieille Anglaise, digne d'un roman d'Agatha Christie, leur avait adressé de chaleureux au revoir, en particulier à Albert, son amateur de shortbreads, à qui elle avait juré de refaire des délicieux petits gâteaux et de les lui envoyer par la poste. Albert était aux anges et avait, depuis cette surprenante rencontre, une bien meilleure opinion des Anglais et de leur gastronomie. C'est donc avec ce regard neuf qu'il avait découvert le pays de sa gracieuse majesté, et lui, le cantalou réfractaire au voyage, mis à part la migration d'été vers la Méditerranée, et encore, une semaine suffisait, n'avait pas assez d'yeux ni d'oreilles pour s'émerveiller de la capitale grand-bretonne. Il n'en revenait pas d'être sur le sol britannique. Son inquiétude initiale de se trouver si loin de chez lui s'était muée en une espèce d'euphorie. Il observait tout avec un œil de gosse, à commencer par la grande verrière qui surplombait les quais de l'Eurostar, puis la statue qui les accueillit à la gare, celle d'un couple en train de s'étreindre, devant laquelle Malot ne put retenir un magnifique statue. Elle vous donnerait des idées romantiques. Gardez-les pour vous, lui fut-il aussitôt répondu par une mademoiselle Mignon qui accorda à peine un regard au superbe couple qu'on aurait cru sur le point de s'animer, tant le sculpteur avait réussi à saisir l'élan qui les poussait l'un vers l'autre à travers le métal. Ils avaient ensuite gagné la station de métro, acheté leurs billets et consulté un des plans qui, comme à Paris, avait joyeusement fait remarquer Albert, émaillait les murs de la station. Albert avait d'ailleurs rapidement constaté que le métro de Londres semblait bien plus ordonné que celui de Paris, et plus simple à comprendre. Il n'avait pas non plus manqué de relever, à son grand désappointement, que les rames elles-mêmes paraissaient bien plus neuves et confortables que la plupart de celles de Paris. Albert devenait un véritable globe-trotteur, doublé d'un critique impitoyable des transports souterrains. Une chance pour eux, la ligne était directe jusqu'à South Kensington, qui était la station la plus proche de leur destination, 15 Cromwell Road. Alors qu'ils attendaient dans la rame, en compagnie des autres usagers de l'underground londonien, dont le calme, le flegme et la politesse ne cessaient de surprendre Malot, habitué au désordre, à l'agressivité et à la tension sous-jacente qui régnait dans le métro parisien, mademoiselle Mignon lui avait fait remarquer. « Vous avez l'air pressé. » L'enseignante semblait curieuse, son beau visage levé vers lui malgré les talons qui l'agrandissaient. « Je le suis, » avait-il répondu aussitôt. « Pourquoi ? Nous sommes les seuls à avoir les coordonnées du suivant de ces supérieurs inconnus. »« Si supérieurs inconnus il y a, » avait-il répliqué, son naturel sceptique reprenant le dessus. « En tout cas, c'est ce que croient ces gens. Et celui qui les tue. Et la carte métallique que nous avons trouvée n'est pas un canular. Vous le savez autant que moi. » De cela, il devait bien convenir. Qui aurait eu l'idée de monter une telle imposture? Une imposture qui avait causé la mort de 3 personnes au bas mot. On ne tuait pas pour un canular. De toute manière, la facture même de l'objet, son étrangeté, tout, jusqu'au métal dans lequel il était fait, un métal comme Malot n'en avait jamais vu, prouvait, de manière indubitable, qu'il se trouvait face à une véritable énigme, qu'il devait résoudre avant que de nouveaux cadavres ne viennent grossir le nombre de ceux qui étaient déjà tombés. Et son intuition lui disait que la liste risquait de s'allonger de façon exponentielle. Il avait su depuis le début que cette affaire recouvrait quelque chose de plus vaste, dont il commençait à peine à discerner les contours, et qui ne lui plaisait pas du tout. Ce que venait de leur dire mademoiselle Mignon, depuis le journal de Gerbert, sentait le millénarisme et l'ésotérisme à plein nez, de quoi passionner les lecteurs et spectateurs du Da Vinci Code, et rendre fou un simple flic, même doué, comme il pouvait l'être. Il devait pourtant bien s'avouer que c'était exactement le genre d'affaire dont il avait besoin pour revenir à l'endroit précis où il voulait être, une affaire qui le catapulterait de nouveau du fin fond de la province à la capitale. Le jeu en valait la chandelle. « Je ne sais pas, »
avait-il finalement répondu à l'enseignante. « Mais je sens que les choses s'accélèrent, et que ce type est sur nos talons, ou pas loin, soit devant, soit derrière. »« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»« Ce que j'ai dans ma poche. » Il tapota son blouson dans lequel il avait rangé la petite boîte marquetée contenant la carte de métal. Ils avaient atteint leur destination, fonçant dans les grands couloirs à travers la foule calme et disciplinée du métro londonien. Ils étaient à nouveau à l'air libre, à l'angle d'un bâtiment majestueux. « Patron, vous avez vu ça ?» s'est exclamé Albert, qui n'avait pas assez d'yeux pour embrasser tout ce qu'il découvrait. Une immense façade de briques et de pierres, d'où saillaient plusieurs tours édifiées dans un style pseudo-médiéval, mélange de gothique et de roman, en vogue dans la seconde moitié du XIXe siècle, s'étendait sur leur droite. Malo, qui n'était pas là pour faire du tourisme, n'avait pas eu la curiosité de regarder quel monument ou attraction se trouvait à proximité de leur destination. Ce bâtiment, avec ses différentes tours, des larges et des hautes, ses fenêtres à arcs romans, ses briques bicolores aux teintes douces, ses dalles sculptées représentant des animaux ou des plantes, il l'avait déjà vu sur des photos dans les reportages. Il chercha un moment et finit par trouver un panneau. « Museum of Natural History », lut-il à haute voix. « Le muséum de... » commença-t-il à l'intention de son subordonné, dont il soupçonnait la méconnaissance de la langue de Shakespeare. « D'histoire naturelle. J'suis pas tout à fait neuneux, patron. » s'entendit-il répondre par un Albert indigné qui ne quittait pas des yeux l'immense bâtiment qui s'étendait à leur droite. Neuneux. C'était bien une expression d'Albert, mais Malo savait qu'il était inutile de lui demander où il l'avait pêché. Aux lèvres de sa grand-mère, cette grand-mère trollesque que Malo imaginait bien traiter ses petits-enfants de neuneux quand ils faisaient une bêtise. Malo, quand il était gosse, se rappelait avoir rêvé de visiter ce musée après avoir lu Le monde perdu d'Arthur Conan Doyle et avoir vu des photos de l'intérieur du muséum et du squelette de Diplodocus, le Diplodocus Carnegie. Il se souvenait encore du nom. De se dire qu'il en était si proche lui faisait une drôle d'impression, comme un rêve devenu réalité. Il n'aurait même pas l'occasion de le visiter. Pas cette fois, en tout cas. Car, comme il l'avait affirmé à mademoiselle Mignon, le temps était compté. Quelque part, il l'aurait parié. Un compte à rebours s'était mis en marche. Un compte à rebours dans quel but? Il n'en avait aucune idée. Mais il était persuadé que l'assassin, lui, le savait. Voilà pourquoi il venait de presser Albert de se diriger vers le passage piéton le plus proche. Mais à peine s'était-il engagé que Malo entendit un cri de femme et se sentit soulevé de terre et tiré en arrière comme par un treuil attaché à son col. Un taxi sombre passa en klaxonnant à quelques millimètres de lui. Il comprit qu'Albert venait probablement de lui sauver la vie. Ravalant sa dignité blessée, il se racla la gorge pour articuler. « Merci, Albert. » Ce dernier répondit aussitôt, avec l'allure d'un troufion au garde à vous. « De rien, patron, c'est normal. » Plusieurs personnes s'étaient retournées vers eux pour considérer Albert avec des regards qui allaient de l'étonnement à l'amusement. « Repos, Albert, et merci encore, » répondit-il néanmoins, étrangement ému. « Surveillez votre gauche la prochaine fois, » lui lança mademoiselle Mignon. Il résista à l'envie de répliquer à son sourire moqueur et, constatant que le feu était passé au vert, traversa. « Par là !» ordonna-t-il alors qu'Albert laissait son regard errer sur les bâtisses alentours comme un gosse à une sortie scolaire. Ils passèrent sans s'arrêter devant un bâtiment de briques plus discret, sur la façade duquel, en haut de quelques marches, s'ouvrait une porte vitrée surmontée des mots « Brompton Lodge », avant d'arriver devant un nouvel immeuble, celui-là immaculé, dans le même genre que le premier, en plus chic encore, avec ses moulures en façade et ses colonnades au perron. « 15 !» annonça Albert, que ses grandes cisaillées de jambes avaient propulsé en avant-garde, en stoppant si brutalement que Malo faillit le percuter. Décidé à ne pas perdre de temps, Malo contourna Albert, monta les 3 marches conduisant sous le perron, passa entre les 2 colonnes et s'avança jusqu'à la porte vitrée. À gauche, un boîtier avec interphone et 5 noms. Il eut tôt fait de trouver le bon. Christopher J. Lockwood. Devinant derrière lui la présence de mademoiselle Mignon et d'Albert, il se retourna pour les fixer avant de reporter son regard sur la sonnette. Il appuya sur le bouton de l'interphone et attendit. 30 secondes, 1 minute, rien. « Il est peut-être dur de la feuille », lança-t-il à ses compagnons avec un clin d'œil.
Ou sous la douche, proposa mademoiselle Mignon qui semblait savoir de quoi elle parlait. Malo eut la vision fugitive de ce petit corps adanéen sain sous un ruisselet de perles étincelantes et sentit une bouffée de chaleur lui monter au col. Albert, fort heureusement pour lui, ajouta « Ou aux toilettes !» Lui aussi semblait parler d'expérience. La tension qu'avait investi Malo, encore tout perdu dans quelques visions moites et calipigiennes de chair veloutée gancée d'eau complice, retomba aussitôt. Pour fuir l'un et l'autre, il appuya à nouveau sur le bouton, attendit 1 minute, sans plus de résultat. « Merde !» jura-t-il entre ses dents. Le type était sorti ou... L'alternative ne lui souriait vraiment pas. Il fallait se résoudre à faire quelque chose. Il sortait déjà de sa poche le couteau suisse qu'il portait toujours sur lui quand mademoiselle Mignon, du grillant à la politesse, saisit la poignée, la tourna, et poussa le panneau de bois et de verre qui pivota aussitôt vers l'intérieur. Elle se retourna pour lui dédier un regard railleur. Il faut parfois agir avant de réfléchir. « Je m'en souviendrai. » Il avait murmuré cette réponse assez près pour qu'elle sente la chaleur de son souffle sur sa joue. Lâchant le battant, qui commença à se refermer sur lui, elle s'enfonça dans le couloir. Il s'empressa de le retenir et attendit qu'Albert le rejoigne. Ce dernier, désignant à la petite silhouette auréolée de roux qui s'éloignait de son pas étudié vers l'intérieur du bâtiment, ne put garder pour lui un « C'est le diable non c'est mai que les fennes, cause que plus vieille. » Malo soupira. « Albert, je suis pas en état, là. » Devinant au regard de son subalterne qui ne le laisserait pas en paix sans lui avoir livré la traduction en bon français, il hocha la tête. « Allez-y, tant qu'on y est. » Albert claironna. « Si le diable en sait davantage que les femmes, c'est qu'il est plus vieux. » Malo, qui avait déjà levé un doigt pour prévenir toute allusion salace, le rabaissa pour déclarer. « C'est pas faux. » Une voix impatiente venue de l'intérieur les apostropha. « Vous prenez Racine ?» Malo et Albert échangèrent un regard avant de reporter leur attention sur celle qui s'impatientait au bas d'un superbe escalier de bois impeccablement verni et en les attendant pianotait sur son portable. « C'est pas faux, » répéta Malo avant d'entrer pour la rejoindre. Ils étaient à peine arrivés auprès d'elle et devant l'ascenseur qui s'ouvrait dans le mur de droite que mademoiselle Mignon lui demandait « Quel étage ?» Elle n'avait pas levé les yeux de son écran, attitude qui avait le don d'horripiler Malo. « Le 3e, » indiqua-t-il aussitôt en admirant la dextérité de ses doigts aux ongles fuchsia papillonnant sur le tactile. « Vous êtes tout le temps collé à ce truc. Vous m'excuserez si je réponds à ma collègue. Nous étions censés aller faire de la randonnée ensemble ce week-end. Elle s'inquiète de savoir où je suis. » Albert appuya sur le bouton d'appel de l'ascenseur. « Dites-lui que vous êtes en week-end à Londres avec votre amoureux. » « Très drôle, » apprécia l'enseignante sans le regarder, et en tapant un dernier mot avant de ranger l'appareil. Il y eut un ding. L'ascenseur était là. Sans attendre une seconde de plus, mademoiselle Mignon emprunta l'escalier qui menait aux étages et commença l'ascension. « Mademoiselle !» appela Albert qui venait d'ouvrir la porte et dont le regard allait de la cabine à la petite silhouette qui grimpait déjà de son déhanchement hypnotique. « L'ascenseur, il... »« Prenez-le, je monte à pied. J'ai horreur des ascenseurs, » lui fut-il répondu. Malo, qui envisageait avec difficulté de se retrouver coincé dans aussi peu d'espace avec un tank humain du gabarit d'Albert, donna un coup sur l'épaule de son subordonné. « Allez-y, Albert. Moi aussi je monte à pied. » Il ajouta, comme le colosse Cantalou lui adressait un regard d'incompréhension. « Faut que je fasse du sport. Les shortbreads. »« C'est moi qui les ai mangés !» lui répondit Albert d'une voix à alerter tout l'immeuble. Si personne ne savait encore que les Français se trouvaient dans la place, et Albert, qui n'en ratait pas une, ajoutait déjà, alors que Malo tâchait de rattraper son retard sur le petit bolide à panache roux et à la carrosserie hors norme. « On doit jamais suivre une dame dans les escaliers, patron, c'est pas galant. C'est Nadine de Rothschild qui le dit. » Malo, manquant rater une marche, mais motivé par son Graal en tissu de Nîmes, poursuivit son ascension. Il ne retrouva la ravissante emmerdeuse qu'à destination, au 3e, devant une des portes du palier. Tranquille, elle pianotait une fois de plus sur son portable avec un grand sourire, comme si elle répondait à une bonne plaisanterie. « Qu'est-ce qui vous amuse ?» demanda-t-il le souffle court, en constatant qu'elle n'avait même pas transpiré une goutte à l'allure où elle avait avalé les étages. « Oh, rien. Ma collègue me demande quel genre d'homme vous êtes. »« Je ne vois pas ce qu'il y a de désopilant, » grommela-t-il en se redressant. « Et je peux savoir ce que vous lui avez répondu ?»
Le genre à s'essouffler dans les escaliers, lui lança-t-elle avec un grand sourire accompagné d'un regard qu'on pouvait qualifier de tout sauf ingénu. Il était sur le point d'exploser au risque de provoquer quelques réactions ravageuses quand retentit le ding de l'ascenseur dont s'extirpa, on ne savait comment, la silhouette titanesque d'Albert, comme un prestidigitateur d'une boîte trop petite. On avait peine à imaginer, en voyant cette masse de muscles se déployer hors de la cabine étriquée, comment ce phénomène avait pu se plier pour y entrer. Malo se félicita de ne pas être monté avec lui. Il serait mort de suffocation. Trop d'Albert en trop peu d'espace. Déjà qu'en liberté, Albert prenait de la place, alors dans une boîte à sardines comme celle-là, Albert qui s'exclama « Sont tous comme ça, les ascenseurs, dans ce pays ?» Ni Malo, ni mademoiselle Mignon, qui le regardaient se redresser avec une impression d'irréalité, ne répondirent. Il y avait décidément chez Albert quelque chose de tellurique. Dans cet environnement feutré et discret, il paraissait aussi incongru qu'un orgue basaltique au beau milieu d'un salon. « On y est ?» demanda-t-il. Malo se tourna vers la porte devant laquelle se tenait mademoiselle Mignon, s'approcha et avisa le nom écrit sur la sonnette. « Monsieur Lockwood, c'est ici. » Il se tut, le regard fixé sur le battant qui lui faisait face. Un frisson froid lui rampa le long du dos jusqu'aux omoplates, car ce dernier était entr'ouvert, à peine, mais un peu, comme si on avait oublié de le fermer. Et Malo sut à cet instant précis ce que cela signifiait. Non, M. Lockwood n'était pas sorti de chez lui en oubliant de verrouiller la porte. En posant la main sur la poignée et en poussant le battant, Malo savait déjà ce qu'il allait trouver à l'intérieur. Par acquis de conscience, il appuya sur la sonnette. Un petit carillon retentit sur un rythme curieux, suite de notes brèves et longues formant un air discret et atonal, pas le genre qu'on entendait dans un pavillon de banlieue. Comme il s'y était attendu, personne ne répondit. Les notes légères finirent par s'éteindre. Un doigt sur ses lèvres, il se tourna vers les deux autres, sortit de sa poche son Six Hour réglementaire et poussa le battant qui s'ouvrit sans un bruit. Une grande inspiration, il pénétra dans l'appartement silencieux.